Bien, donc on va tout de suite enchaîner avec une intervention de Thomas Fontaine de l'Université Paris 1, les graffitis du fort de Romainville, juste à côté de Paris. Merci, oui, merci. Bonjour. Voilà, c'est un récent travail en fait initié par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, en région parisienne, sur les graffitis donc, du fort de Romainville, dont je vais vous parler, qui m'a suggéré de proposer aux organisateurs de cette journée, que je remercie Daniel tout particulièrement, une synthèse des principales conclusions de ce travail qui va être édité dans les mois qui viennent, je l'espère, au début 2012. Alors pourquoi vous proposez l'exemple de Romainville aujourd'hui? Parce que le lieu est très représentatif de l'organisation de détention allemande en France occupée. Sur le plan de la répression en tout cas, c'est l'un des 3 lieux principaux de détention dans le dispositif répressif allemand. C'est le premier camp installé en zone occupée. Et de ce fait, lorsqu'on étudie son histoire, on s'aperçoit que cette histoire recoupe l'essentiel des politiques répressives suivies, développées, théorisées par les Allemands de 1940 à 1944. C'est, pour faire court, d'abord un camp de prisonniers de guerre, un front de stalag, un camp pour détenus de ressortissants de puissances ennemies, des étrangers, ennemis du Reich, c'est-à-dire des anglo-saxons en 1940, des yougoslaves, à partir d'avril 1941. Ça devient en 1942, lorsque la CIPO-SD prend le contrôle de la répression en France occupée, une réserve d'otages, c'est l'expression de la CIPO, une réserve d'otages de gens à fusiller ensuite au Mont Valérien, qui est de l'autre côté de Paris. Ça devient surtout à partir de 1943-1944 un des 2 points de départ en déportation des résistants et des politiques de France, avec le camp de Compiègne. Et c'est en 1944 le camp de départ des résistantes françaises vers Ravensbrück. Romainville, c'est aussi un très bon exemple dans la réflexion initiée par cette journée d'études sur les lieux, parce que dans le constat qu'on peut en faire, sur le plan historique, il faut d'abord que je vous dise que j'ai d'abord commencé cette histoire sans véritablement me préoccuper des lieux en eux-mêmes. Et aujourd'hui, si vous participez à la cérémonie qui a lieu chaque année au fort de Romainville, c'est le seul moment où le fort est ouvert, puisque c'était un site militaire du 19e siècle jusqu'en 1940. C'est redevenu un site militaire français en 1945. Les graffitis sont totalement absents du circuit mémoriel. La casemate dont je vais vous parler est une casemate fermée pour des raisons, on ne veut rien cacher, simplement pour des raisons de conditions, et de sécurité également du public. Mais ce qui est tout à fait significatif, c'est que les graffitis ne sont que très rarement évoqués, donc par les historiens, et ensuite aussi par les acteurs de cette mémoire. Et donc le but de cette étude initiée par le Conseil général, c'était pour la première fois d'essayer d'étudier ces matériaux, non par défaut, mais véritablement pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour un nouveau territoire d'investigation historique. Parce qu'en effet, et c'est mon 3e point d'introduction, ces graffitis m'apparaissent très significatifs des problématiques qui nous rejoignent aujourd'hui. Ils sont significatifs de la méthode de recherche particulière, à mon sens, qu'il faut avoir dès qu'on veut les étudier, puisque on a là une trace à la nature, une source à la nature anthropologique tout à fait spécifique. Ces graffitis sont évidemment des témoignages de présence, mais ce sont avant tout des archives sensibles, mais qu'il faut malgré tout croiser comme toutes les autres sources historiques. Ils posent, on en a déjà parlé, je ne vais pas y revenir, vous allez vous en rendre compte en voyant quelques diapos tout à l'heure, que la préservation de ces graffitis pose évidemment problème, la superposition des différentes strates, exactement comme à Brendonck, le fort ayant été réoccupé par l'armée française en 1944, certains soldats sont enfermés dans la casemate 17, et vous allez voir, des graffitis, ils laissent des graffitis eux aussi, qui se superposent à ceux des détenus de 40-44. Ces graffitis sont tout à fait significatifs d'une historiographie largement absente de ce sujet, puisque cette source est restée largement méconnue et n'a que très rarement été interrogée dans les études en France sur la Seconde Guerre mondiale.
Des graffitis significatifs, par contre, des potentialités que cette source offre, parce que vous allez le voir, je vais essayer de vous le présenter. À travers une lecture de ces graffitis, on peut retracer, notamment pour différents publics, un jeune public scolaire notamment, une sorte de résumé des différentes politiques répressives de l'administration militaire et de la Gestapo appliquées en France occupée. Et en contrepoint aujourd'hui, cette étude montre l'écart et le travail qui reste à faire sur les autres lieux. Je vais en parler rapidement tout à l'heure, en France occupée. Donc je ne vais pas revenir sur l'histoire du fort de Romainville, je ne vais pas détailler les fonctions de ce camp, donc, qui fonctionne entre 1940 et 1944, ni sur la CIPO qui envoie donc un grand nombre de détenus à partir de 1942 surtout. Au total, c'est près de 7000 personnes qui ont été internées au fort de Romainville. Je vais essayer de développer 3 principales pistes de recherche et qui forment en fait les conclusions principales du travail initié, donc travail collectif initié avec le Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Je voudrais revenir sur une idée qui vient d'être énoncée dans le cas de Brendonck. C'est l'idée d'une trace qui a été très vite jugée exceptionnelle. Il faut revenir sur l'histoire de notre regard sur ces graffitis et sur leur statut, parce que ce statut apparaît dans le cas de Romainville et dans le cas de la plupart des lieux en France comme un statut très, très important. Mais paradoxalement, pareil qu'à Brendonck, ces traces n'ont été que très mal inventoriées, très tôt, et très mal préservées. Mais c'est frappant de voir que les graffitis de la Seconde Guerre mondiale dans les différents sites français ont été, dès la libération, pris en compte. Et dans ce travail, l'État joue un rôle important, à mon avis méconnu. Dès l'automne 1944, dès que le ministère des prisonniers, déportés, réfugiés se met en place, le futur ministère des anciens combattants et des victimes de guerre, il fait réaliser notamment un relevé des inscriptions laissées sur les murs de la prison de Fresnes, en région parisienne, parce qu'on sait déjà que Fresnes était la prison notamment de la Gestapo de Paris et une prison avec un statut très important en 1944 puisque beaucoup de résistants importants arrivés de toute la France séjournaient plusieurs semaines à Paris pour être réinterrogés. Très vite, un livre est édité à partir de ce premier relevé fait par le ministère des PDR, un livre édité par le journaliste et écrivain Henri Calais dès décembre 1945. Le ministère également opère des relevés dans la précipitation par manque de moyens, la plupart du temps, également à la prison du Cherche-Midi. Paradoxalement, il ne fait pas de relevés dans les baraques du camp de Compiègne, là où pourtant les conditions de préservation étaient les plus délicates. Je vais revenir sur les relevés faits à Romainville ensuite, mais ils essayent de systématiser ces relevés, puisque dès le 19 janvier 1945, la guerre n'est pas terminée, à la demande du ministère, le garde des Sceaux fait parvenir à ses différents directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire un texte qui initie et qui demande une campagne systématique de relevés dans toute la France et dans toutes les prisons françaises. Et il est à mon avis très caractéristique de constater que si énormément de relevés sont du coup faits, ils posent les mêmes problèmes que ceux qui nous réunissent aujourd'hui quant à la datation de ces graffitis, à leur superposition, à l'identification des victimes. Ainsi, juste un exemple, le relevé de la citadelle de Perpignan, le point où étaient réunis la plupart des résistants importants avant leur transfert sur Paris, sur Compiègne notamment, indique que des visites effectuées plus tôt, on est en janvier 1945, auraient été plus fructueuses, car depuis la libération, les cellules ont été réoccupées par des miliciens qui vont être jugés, et la plupart des murs ont été blanchis à la chaux. La plupart de ces relevés, du coup, posent les mêmes problèmes que ceux de Brendonck, les premiers de 1948, visiblement. Je n'ai pas pu comparer, mais ils apparaissent incomplets et surtout très mal explicités. On ne sait pas comment les relevés ont été véritablement effectués. La photo est très rare et du coup, on ne sait pas exactement si le relevé est véritablement ce qui était sur le mur ou si c'est déjà une interprétation de celui qui note. Mais ces relevés nous donnent les dimensions d'un cadre aujourd'hui totalement effacé. Ils permettent d'attester l'existence et l'importance des inscriptions, bien entendu, dans l'ensemble des lieux de détention. Et donc, pour l'immense majorité d'entre eux,
ces graffitis sont aujourd'hui effacés. Pour ceux de Romainville, on peut supposer qu'il y en avait, il y a une vingtaine de casemates à Romainville. Alors les casemates, c'est ce qui se trouve dans la muraille extérieure du fort type Vauban. Le fort a été construit au milieu du 19e siècle, mais ils ont suivi des plans type Vauban. Les casemates servaient d'abord à l'artillerie, au stockage de munitions, donc elles sont très humides. Pareil, les conditions de préservation sont vraiment pas optimum. Et aujourd'hui, on ne peut lire des graffitis que dans la casemate 17. Là, je vous ai montré une casemate telle qu'elle existait durant la guerre. C'est la casemate numéro 20. Parce que si je vous montrais des photos des casemates aujourd'hui, les portes ont été intégralement refaites. Alors, ces graffitis, pourquoi ils sont-ils relevés si tôt? C'est parce que, évidemment, il s'agit aussi, en dehors de cette préoccupation de l'État, l'État veut avant tout collecter des informations sur les victimes. Je vous le rappelle, la guerre n'est pas encore totalement terminée, et lorsqu'elle se termine, l'idée est de renseigner au maximum les familles sur le devenir de leurs proches. Et du coup, ces familles s'intéressent également très vite et très tôt aux graffitis, puisqu'il s'agit là de rendre hommage aux héros de l'occupation. Je signale rapidement notamment un livre tout à fait significatif de Jacques Foucard, ancien interné à la prison de Dijon, qui collecte dès 1945 la plupart des graffitis aujourd'hui effacés de la prison. Alors à Romainville, de façon tout à fait significative, vous avez ces deux dimensions, une mémorielle, l'autre d'identification des victimes, qui se mêlent. Le graffiti est donc à la fois une trace et une source. À mon avis, et je trouve ça tout à fait significatif également, la dimension d'identification des victimes est première facilement jusqu'au début de l'année 1946. Les listes établies pour la casemate 17 de Romainville posent exactement les mêmes problèmes que les problèmes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a du mal à savoir si c'est un relevé exact de ce qui a été écrit sur les murs. Rapidement, juste un petit focus sur l'ensemble des lieux de la Gestapo, les principaux lieux de la Gestapo parisienne. Ça, c'est un des paradoxes que j'ai un peu de mal à comprendre. Le ministère des PDR dont je vous parlais se réinstalle à l'automne 1944, avenue Foch, à Paris, au 82, 84 notamment de l'avenue Foch, c'est-à-dire précisément là où était le cœur des bureaux de la Gestapo de France occupée, une grande partie des services du service 4 également et du service 4E qui gérait la lutte contre les résistants, et je n'ai pu retrouver aucun relevé, alors que le ministère était dans ses locaux, c'est lui qui initie les relevés, une photo simplement d'une des cellules de l'avenue Foch. Dans les années 70, par contre, des mesures de préservation sont prises rue des Saussaies. Rue des Saussaies, c'est le premier bureau où s'installe le service 4, la Gestapo à Paris en 1940, c'est le service de Bobelbourg, qui devient ensuite le cœur des bureaux de la région parisienne de la CIPO-SD en France. Et donc, rien, avenue Foch. Le bilan est très dur à établir pour les Gestapo de province. Deuxième point que je voulais développer, et c'est là où je vais vous présenter des graffitis, une source, un éclairage qui nous permet de lire aujourd'hui l'histoire de présenter en tout cas une partie de l'histoire de la répression et donc de ses victimes. Au total, très rapidement, on peut aujourd'hui déterminer près de 135 graffitis. On les a décomptés ainsi en tout cas, 135 inscriptions. Vous allez voir la part des superpositions. 70 sont attestés sur la période de l'occupation. Et nous avons pu identifier sur ces 70 près de 53 auteurs de façon certaine ou très probable. 39 sont des hommes, 14 sont des femmes. Tous les problèmes que je viens d'évoquer ont évidemment compliqué ce travail d'identification, mais il a été très largement aidé grâce au croisement des sources, puisque dans le cas du fort de Romainville et du camp allemand de Romainville, nous disposons du registre allemand original qui a servi de 1940 à 1944 et qui, à plus de 95%, enregistrait la totalité des détenus passés par le camp. On a donc pu croiser ces deux sources. Alors ces graffitis montrent en tout cas de façon très simple, très émouvante, la complexité de la répression et des formes prises par la répression en France occupée. J'aurais pu vous montrer
Je fais une aparté, ça c'est l'intérieur des casemates, c'est des photos qui sont prises, elles ne sont pas datées précisément, mais a priori fin 1945, sans doute par l'armée française. Donc vous voyez là l'enfilade des casemates sur un des murs du fort de Romainville et l'intérieur d'une casemate en 1944. Là vous voyez beaucoup de challis, c'est le moment où le camp est le point de départ des femmes vers Ravensbrück, et la veille du départ, elles passaient leur dernière nuit dans les casemates. Donc un tableau, ces graffitis permettent un éclairage sur un tableau de la répression en France occupée. Alors je vais juste simplement vous donner des exemples, mais bien entendu, ils évoquent... Alors je m'excuse pour la qualité des photos, mais ces lieux, donc, comme vous avez pu le comprendre avec l'exemple de Bruxelles, c'est le même souci, les mêmes problématiques pour le fort de Romainville. C'est toujours un fort militaire qui est désaffecté, il n'y a plus de régiment qui séjourne depuis plusieurs années maintenant. Et les casemates ont été récemment utilisées pour du stockage d'archives. Donc les premières photos, celles que vous voyez là, ont été prises avec des rangées d'archives derrière nous, avec moins d'1 mètre de recul. Et en plus, du fait des conditions, les graffitis sont extrêmement détériorés. Certains se détachent même du mur, un souffle et ils tombent, d'où le début de ce travail est parti simplement d'une idée de sauvegarde photographique. Ici, vous voyez graffiti laissé par 2 résistants de l'armée secrète du centre de la France qui arrivent à Romainville en juin 1943 et qui laissent le graffiti avec un calendrier. Donc là aussi, tout à fait significatif et très courant. On retrouve énormément de calendriers. Et ils laissent donc la trace de leur arrivée dans la casemate. Ils ne partiront de Romainville qu'en octobre 1943, le 2, pour être fusillés au Mont-Valérien. C'est la première forme, évidemment, de la répression. Et vous voyez, ça c'est un exemple de fiche d'interné tirée du registre original qui a permis donc de faire le croisement. Vous voyez ici la photo et la fiche d'interné de Georges Leblanc qui vous résume ses dates d'arrivée, de sortie, son état civil, etc. Et on a complété ces informations originales par beaucoup d'autres sources, ce qui nous a permis, notamment pour certains noms qui étaient très difficilement lisibles, d'authentifier de façon certaine la personne. Deuxième forme de la répression, les convois massifs qui partent de France en déportation. Là, vous voyez un graffiti beaucoup plus lisible, celui de Roland Grésillon, qui est très jeune, il a à peine 17 ans lorsqu'il arrive à Romainville, qui sera déporté dans le premier convoi massif de plus de 1000 personnes qui part vers le camp de Buchenwald fin juin 1943. Il sera ensuite transféré au camp de Dora. Dans ce convoi, des étrangers, des Néerlandais, vous voyez en bas John Hoovers et Theo Spaas, excusez-moi la prononciation, et ils laissent le nom de leur ville verte, ce qui nous a permis notamment d'attester le nom de ces 2 personnes. Je ne sais malheureusement pas par contre ce qu'ils sont devenus. Ils ont été déportés à Buchenwald puis à Dora également. Il y a un graffiti tout à fait significatif. Malheureusement, je ne peux pas vous en présenter une photo. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous présente sans doute un de ceux qui a participé à son écriture. Vous voyez ici le nom de Glaser et des initiales. On a réussi également à retrouver le nom qui se cachait derrière ces initiales. Là, c'est tout un groupe d'opposants allemands, tchèques, allemands et autrichiens, qui se réfugient en France avant la guerre, qui passent en zone sud en 1940, arrêté par Vichy, livré par Vichy en décembre 1942, qui passe quelques mois à Romainville avant d'être déporté vers l'Allemagne. Et il laisse sur tout le haut de la casemate, donc sur plusieurs mètres, des cours d'allemand. Et selon différents témoignages, on peut supposer que ces cours ont été réalisés pour les détenus français, puisque ces détenus passent a priori entre 1 mois et 1 mois et demi dans la casemate. Autre forme de la répression, plus méconnue, mais on a retrouvé énormément de graffitis de ces déportés dans la casemate 17, des déportés armés, des détenus armés, pardon, arrêtés souvent les armes à la main en flagrant délit d'attentat ou d'action armée contre l'occupant, des résistants de réseaux de renseignement, c'est-à-dire des résistants jugés, considérés comme très dangereux par les Allemands et qui du coup ne les déportent pas dans les convois massifs dont je vous parlais tout de suite, mais les déportent dans des tout petits convois qui partent de la gare de l'Est, à quelques kilomètres de Romainville. Et la casemate 17, a priori, était
réservé, en tout cas durant le deuxième semestre 43, à un grand nombre de ces résistants. Vous voyez ici le graffiti laissé par Fernand Dallène, qui n'en reviendra pas de déportation. En 1944, je vous le disais, le fort de Romainville devient le point de départ des femmes en déportation. Oui, j'ai oublié ce graffiti, mais c'est un graffiti laissé par un groupe armé communiste, FTP. Et vous voyez là aussi toujours l'intérêt du croisement avec les archives. Vous voyez le début d'un groupe, et lorsqu'on croise, on s'aperçoit que sur le registre, ces noms sont enregistrés exactement dans le même ordre. Dès le 4e nom, vous n'avez plus qu'un prénom ou des âges. Ensuite, le graffiti est extrêmement détérioré, et on a réussi à identifier la totalité du groupe qui a laissé un graffiti, ils sont une dizaine. Donc en 1944, le fort devient le point de départ des femmes en déportation. Je voulais vous montrer ce graffiti. On a énormément de graffitis laissés par des femmes dans la casemate 17. Et la plupart de ces graffitis sont collectifs, ce qui révèle aussi les procédures d'utilisation des casemates par rapport aux bâtiments de détention. C'est-à-dire que ces femmes arrivaient en groupe à Romainville, elles séjournaient en groupe dans de grandes chambrées et elles repartaient. Elles passaient leur dernière nuit en groupe également dans la casemate 17. Voilà, vous le constatez, j'espère. L'exemple de Romainville est particulièrement intéressant. Et ces graffitis forment un média véritablement exceptionnel, je trouve. Ce sera mon dernier point et ma conclusion en même temps. Parce que l'analyse de ce matériau lui rend aujourd'hui une lisibilité historique. Et cette contextualisation scientifique m'apparaît vraiment indispensable. L'émotion seule ne produit pas de savoir, mais les deux réunis deviennent un média très fort, notamment pour les classes, pour les élèves. Je m'intéresse depuis longtemps aux efforts des enseignants, je suis moi-même enseignant, pour sensibiliser les élèves à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'enseignants utilisent des exemples locaux, des plaques de rue, des témoignages, des archives, des photographies, tous les matériaux qui permettent de redimensionner le conflit mondial à l'échelle d'un territoire connu. Les graffitis sont un outil, à mon sens, vraiment exceptionnel. Mais, reconnaissons-le, et c'est encore une fois l'intérêt de cette journée, le travail de mémoire s'est longtemps adossé à d'autres références qu'à un inventaire précis et à un tissu représentatif des lieux et des traces de la guerre, à une topographie, comme disait M. d'Artevel tout à l'heure. Les graffitis carcéraux, ceux de Romainville, souvent disparus, souvent peu lisibles, ont rarement malheureusement bénéficié d'études approfondies. Pourtant, je le répète, leur attraction et ces archives sensibles me paraissent véritablement exceptionnelles. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a pris un petit peu de retard, donc simplement 1h15. Je propose qu'on fasse une petite pause pour se détendre les jambes et après on reprendra la suite de la journée.